Bienvenue dans ce nouvel épisode de Séduisante après bébé, donc le podcast dédié à la maternité, à la confiance en soi et aux réalités intérieures que l'on ose enfin mettre en lumière. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'hypersensibilité féminine avec une invitée inspirante, donc Laetitia, qui est coach relationnel et sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Donc aujourd'hui, elle nous partage son parcours, sa vision de l'hypersensibilité et surtout des outils concrets pour mieux la vivre au quotidien. Donc que tu sois toi-même concerné ou que tu cherches à comprendre une amie, une sœur ou une maman autour de toi, cet échange, il est fait pour toi, donc je te souhaite une bonne écoute. Dans la première question, j'aimerais que Laetitia, tu te présentes un petit peu, que tu nous dises ce qui t'a amené à te spécialiser dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Eh bien déjà, bonjour à toutes les auditrices qui nous écoutent et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast et dans cet épisode, c'est vraiment un plaisir. Pour répondre à cette première question, du coup, moi c'est Laetitia, donc comme tu l'as dit, je suis coach et sophrologue relationnel et donc je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. À la suite de ma formation en sophrologie, en fait, j'ai commencé à faire du tout public, sauf que c'était trop vaste pour moi et ça manquait de sens. Je me suis rendu compte de mon hypersensibilité aussi pendant ma formation. Et donc, ça a été une évidence pour moi de me tourner vers ce public-là pour aider les femmes à retrouver ce feu intérieur et à s'expanser, s'épanouir, briller et s'inspirer elles-mêmes pour inspirer les autres. C'est super. Justement, on parle d'hypersensibilité, j'aimerais en parler un peu plus en profondeur. Comment toi tu l'as définie avec ton regard de coach, de sophrologue? Est-ce que tu l'aperçois comme une force, comme une faiblesse? Et quelle est selon toi la différence entre l'anxiété et l'hypersensibilité? Ouais, merci pour cette question. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'hypersensibilité et pour moi je la définirais vraiment comme cette capacité à ressentir intensément tout ce qu'on vit en fait, en termes d'émotions, les ambiances aussi autour de nous, les sensations, les émotions des autres par hyper-empathie. Il y a plusieurs formes d'hypersensibilité, émotionnelle, sensorielle, donc plus les bruits, les lumières, les odeurs, certaines matières. Aussi, il y a une forme qui est un peu moins connue, je trouve, et que c'est important d'en parler, de l'hypersensibilité cognitive. Et là, ça touche plus, par exemple, le fait de sentir beaucoup de charge mentale, de toujours penser, d'avoir des pensées en boucle. Il y a aussi cet aspect-là. Et puis la sensation de décalage avec le monde en général et une recherche de profondeur, d'authenticité dans les relations et dans ce qu'on vit nous-mêmes. Et je voudrais mentionner que même si c'est un peu déconstruit à aujourd'hui, que c'est pas une maladie et que on ne se fait pas diagnostiquer hypersensible, c'est plus des sortes de tests de personnalité en fait, parce que c'est vraiment une façon d'être au monde. Répondre à la question force ou faiblesse, évidemment que c'est une force, même si on l'aperçoit parfois comme une faiblesse avec soi-même, souvent, et aussi les autres peuvent l'apercevoir comme ça. Mais c'est vraiment une force dans le sens où en fait on est obligé d'être vrai quand on est hypersensible, on peut pas faire autrement. Par exemple, tout simplement que pleurer, c'est une expression saine d'une émotion, c'est une réaction physiologique et c'est pas forcément de la tristesse d'ailleurs. Pour faire la différence avec l'anxiété, l'hypersensibilité n'est pas de l'anxiété, mais par contre il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont touchées par l'anxiété et le fait d'être hypersensible peut favoriser aussi des traits anxieux dans le sens où on peut avoir peur du jugement, peur de l'inconnu, peur du regard des autres aussi quand on se rend vulnérable. Tout ça peut créer de l'anxiété, mais ce n'est pas forcément la même chose. Ok, merci pour toutes ces informations parce que c'est vrai qu'on généralise beaucoup l'hypersensibilité et là tu viens de nous montrer qu'il y a plusieurs façons entre guillemets d'être hypersensible. Moi c'est vrai que avec l'accompagnement que je fais des mamans, je retrouve énormément l'hypersensibilité cognitive avec la charge mentale que l'on a surtout en postpartum, qu'on soit maman seule ou maman accompagnée. Le postpartum, c'est vraiment un grand chamboulement au niveau de nos priorités. Donc, je retrouve cette hypersensibilité-là avec les mamans que j'accompagne. Donc, merci de nous parler de toutes ces hypersensibilités-là pour qu'on puisse peut-être un peu plus se référer, en tout cas. Avec plaisir. Mais avec les femmes que j'accompagne, j'entends souvent dire « je suis trop émotive, je prends tout à cœur ». À quel moment, selon toi, une femme, elle peut commencer à se poser la question « et si j'étais hypersensible ?» Merci pour cette question, parce que c'est vrai que c'est important de savoir aussi après mieux s'orienter et aller vers une meilleure connaissance de soi peut-être. C'est vrai qu'une grande intensité émotionnelle peut commencer à faire penser à de l'hypersensibilité et après il y a aussi le fait de se sentir décalé, en déconnexion aussi avec certaines normes sociétales ou les relations superficielles. Puis j'imagine aussi que quand on a un bébé, quand on est jeune maman, peut-être qu'on voit pas le monde de la même manière qu'avant aussi. Enfin, je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, quand on est peut-être plus touché par l'injustice, le manque d'humanité dans le monde, des choses comme ça, c'est vrai que ça peut faire penser à de l'hypersensibilité. Et puis aussi, quand on attire naturellement les confidences des autres,
parce que les personnes se sentent en confiance avec nous, se sentent à l'écoute. Ces personnes-là savent très bien que leurs émotions seront comprises, qu'on peut partager aussi ces émotions-là. Et c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est pas juste pleurer devant un film ou avoir de l'émotivité. Ça arrive à tout le monde, heureusement. C'est plus profond, c'est plus constant en fait. Et après, si jamais c'est le cas, c'est pas une étiquette figée, c'est pas une fatalité. C'est vraiment un mode de vie, c'est un mode d'être à apprivoiser pour mieux vivre aligné après avec soi-même. Et donc là, mon message clé, c'est que une hypersensible n'a pas d'autre choix que d'incarner qui elle est vraiment, comme je disais tout à l'heure, parce que sinon, ça va être de la souffrance, des blocages émotionnels peut-être, des incohérences qui vont surgir et qui vont peut-être empêcher aussi d'avancer dans sa vie. Donc pour toi, l'hypersensibilité, c'est aussi une clé pour se redécouvrir soi et apprendre à se connaître, quoi. Totalement. Et toi qui accompagnes beaucoup de femmes au quotidien, est-ce que tu observes des signes un peu récurrents chez les hypersensibles que tu accompagnes, des schémas récurrents, des comportements ou des ressentis particuliers? Oui, effectivement, il y en a plusieurs. Je remarque qu'il y a beaucoup la difficulté à poser ses limites, exprimer ses besoins, et c'est beaucoup lié souvent au manque d'estime de soi et de confiance en soi. Lié aussi à ça, la peur de la solitude ou un besoin fort de connexion humaine et authentique, en fait. Et donc, Ok. quand ce besoin fort-là, il est normal quand on est hypersensible. Et donc, dans les relations, ça peut créer aussi de la dépendance affective. Alors que dans les relations amoureuses ou pas, hein, ça peut être aussi les relations amicales, pardon, les relations familiales. Il y a ce besoin d'apprendre à se suffire à soi-même. Ok, tu parlais de poser des limites, du coup, c'est l'un des plus grands défis quand on est hypersensible. Comment poser des limites sans culpabiliser et surtout comment apprendre à dire non, à se protéger quand on a du coup cette peur un peu constante de blesser les autres. Je pense que pour vraiment savoir poser ses limites quand on est hypersensible sans avoir peur de blesser les autres, sans, comme tu dis, sans ressentir de la culpabilité. Il y a vraiment d'abord un besoin de se connaître profondément soi-même. Et quand je dis ça, c'est vraiment identifier ses propres besoins, identifier ses propres peurs, ses insécurités, ses blessures. Donc, là, il y a un travail sur soi qui est de mise, pour identifier, si on a des peurs du rejet, d'abandon, de décevoir, des choses comme ça. Prendre le temps, de faire le point avec soi-même avant de communiquer. C'est super important. Et puis ensuite, de pratiquer une vraie bienveillance, pas de fausses politesses qui vont faire culpabiliser l'autre, mais vraiment d'utiliser la communication non violente. Si c'est quelque chose que vous connaissez pour les personnes qui nous écoutent, ça va être vraiment d'observer sans juger, d'exprimer son ressenti, de dire son besoin aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça nécessite quand même au préalable d'avoir une bonne connaissance de soi ou un minimum. Et puis de faire une demande ouverte. Concrètement, ça va être de dire, quand tu fais ci ou ça, je me sens comme si, moi j'ai besoin de ça. Est-ce que ça te conviendrait si on fait comme ci ou si on fait comme ça? Et après, de laisser l'échange ouvert, la communication ouverte pour pouvoir échanger et poser des limites sainement et sereinement aussi. Merci pour cette réponse. D'ailleurs, tu parlais de se connaître soi, de la peur du rejet, etc. Il y a un très bon livre là-dessus de Lise Bourbeau qui permet Oui, d'en apprendre un peu plus sur nous. C'est les 4 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il y a un oui. tome 1 et un tome 2. Donc, pour les personnes qui ne savent pas forcément par où commencer, ce livre peut vraiment aider. C'est une très bonne recommandation. C'est vraiment un livre pépite, j'avoue. Merci. Et toi qui es d'ailleurs sophrologue, tu utilises cette approche dans tes accompagnements. Est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement ce que c'est que la sophrologie et comment tu l'utilises avec les femmes hypersensibles que tu accompagnes? Oui, la définition que je ferai de la sophrologie, c'est que c'est une méthode qui est avant tout psychocorporelle, qui allie la respiration, des techniques de relaxation aussi et de visualisation. Elle a été d'abord utilisée par des neuropsychiatres, des docteurs, des médecins, des anesthésistes aussi. Et elle D'accord. vise aujourd'hui à développer tout notre potentiel intérieur, nos capacités qui sont enfouies, des choses qui sont un peu plus inconscientes et qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie. Et là, moi, j'aime l'utiliser comme un outil de développement personnel, vraiment dans cette optique. Et c'est vraiment pour moi un peu une philosophie de vie aussi à adopter et qui permet de se reconnecter à soi, à son être profond, pour vraiment vivre sans masque, sans filtre. Et c'est vrai que c'est un chemin de courage parce que ça demande quand même ça demande du courage d'aller se regarder avec toutes nos parts, avec authenticité. Contrairement à ce qu'on peut penser de la sophrologie qui, je sais qu'elle fait partie du domaine du bien-être et c'est très connoté souvent comme quelque chose de tout beau, tout rose, très serein, euh, voilà. Alors que c'est le cas, mais c'est aussi quand même
difficile parfois d'aller regarder en soi, dans le sens où juste ça demande du courage et ça demande d'être prête. Voilà, il faut oser. Oui, c'est sûr, il faut oser apprendre sur soi et il y a des parties de nous-mêmes qui sont peut-être des fois moins faciles à accepter que d'autres. Donc toi, tu utilises cette sophrologie-là, donc vraiment au niveau du développement personnel et l'apprentissage de soi-même, quoi. C'est super. Exactement. Pour celles qui nous écoutent et qui ont envie de tester des choses simples à la maison, est-ce que tu pourrais nous partager 1 ou 2 exercices de sophrologie faciles à intégrer dans son quotidien, même quand on est débordé? Donc je pense aux mamans en postpartum. Oui, bien sûr, avec plaisir. Pour le premier exercice que j'aimerais partager ici, c'est un exercice de tension et détente. Et pour commencer donc cet exercice, je vous proposerai du coup d'inspirer profondément, de retenir votre air et de contracter tous les muscles de votre corps, de vous étirer comme on s'étire le matin un peu, mais de vous étirer vraiment en exerçant une tension assez forte sans vous faire mal, hein. Le but là, c'est de sentir les sensations dans le corps. Donc vraiment de vous étirer jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, et puis de relâcher en soufflant, en relâchant chaque partie du corps et en ressentant cette fois-ci le relâchement dans chaque partie du corps et en vous déposant un peu plus dans l'assise de votre chaise, dans le dossier, et de recommencer cet exercice 3 fois, 5 fois, et ça va vous prendre 5 minutes. Et c'est vrai qu'on peut déjà ressentir une détente qui est assez profonde et qui permet déjà de se soulager. Et pour le deuxième exercice, donc là, c'est une respiration. C'est une technique de respiration qui est un petit peu technique. Donc, je vous proposerai après de regarder sur YouTube. Il y a plusieurs techniques parce que c'est mieux de le voir en visuel quand même. Ça s'appelle la respiration des narines alternées. Pareil, en position assise, c'est très bien. Et en fait, vous pouvez directement poser votre index sur le point entre vos 2 sourcils, puis venir inspirer, boucher une de vos narines, souffler par la narine qui est libre, boucher la narine qui vient de souffler avec votre majeur, puis libérer l'autre narine du pouce et réinspirer à nouveau et ainsi de suite, alterner entre les 2 narines. Donc voilà, c'est un peu technique, mais c'est une respiration qui est vraiment apaisante et en fait, comme je le dis, vu que c'est technique et que c'est un peu compliqué à choper le mouvement, en fait, vu qu'on est concentré là-dessus et sur cette respiration, ben en fait, on coupe directement avec le mental qui tourne des fois à 100 à l'heure. Ça permet de se recentrer assez rapidement. Mais comme je disais, c'est encore plus facile de le voir en visuel. Donc, si vous voulez chercher sur Internet, sur YouTube, la respiration des narines alternées, vous trouverez, je pense, plusieurs exercices qui la montreront très bien aussi. C'est super. Je rebondis sur ce que tu disais aussi. C'est vrai que moi, au niveau de la respiration, j'utilise la cohérence cardiaque. Je sais pas si tu connais. Si, carrément, ouais, c'est clair. Et en fait, c'est vrai que ça permet de réguler le système nerveux. Je l'utilise 1 fois par jour minimum, 3 fois si possible, si je sens que je suis vraiment stressée. J'utilise une application du coup qui s'appelle Respirelax, qui permet du coup d'avoir cette cohérence cardiaque là, ou sinon je regarde sur YouTube tout simplement, je tape cohérence cardiaque et en fait ça va avec une musique qui est méditative et ça permet vraiment de pouvoir gérer son stress, de pouvoir s'apaiser et c'est super. Donc je voulais juste rebondir sur ça pour une autre petite technique de respiration. Ouais, c'est une très bonne recommandation et c'est vrai que ça va venir stimuler directement le système parasympathique et c'est ce dont on manque aujourd'hui parce qu'on va trop à 100 à l'heure dans notre vie. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui se passe dans notre vie, on vit parfois des vagues émotionnelles qui sont très intenses. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner les premiers réflexes à avoir quand on se sent complètement submergé par ces émotions? Bah, déjà, quand on est vraiment submergé par ces émotions, le premier réflexe à avoir, au contraire de ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas être de chercher à comprendre tout de suite ce qu'on ressent. C'est vraiment pas le moment d'analyser. Le mental, il est trop confus. Et je pense que celles qui nous écoutent, bon, ça vous est déjà sûrement arrivé d'être submergé par vos émotions. Vous le sentez bien que quand on est submergé, vraiment c'est la tempête émotionnelle et ben on est vraiment dans la vague quoi. Donc on n'arrive pas à penser correctement. Mon premier conseil, ce serait plus de remettre le corps en mouvement. Remettre le corps en mouvement, ça remet aussi notre esprit en mouvement et ça fluidifie un peu tout ce flux d'émotions. Et donc, tout simplement, ça va être sauter sur place, danser, aller marcher 20, 30 minutes, pas besoin d'aller marcher très longtemps. Crier aussi dans un coussin, dans la forêt, dans la voiture, pas crier sur quelqu'un, évidemment. Pleurer si besoin, si vous pleurez assez facilement. Laissez l'émotion circuler, laissez-la vous traverser. Et voilà, vraiment, le mouvement physique débloque le mental figé et ça va vous ramener de la clarté en plus de ça. Et puis après, pour les personnes déjà à l'aise, vous allez pouvoir aussi pratiquer une technique qui s'appelle l'accueil des émotions.
Donc là, d'abord, il faut pratiquer une petite relaxation, donc peut-être avec le premier exercice que j'ai donné tout à l'heure, et aller observer l'émotion, où est-ce qu'elle se situe dans le corps, où est-ce qu'on vous la ressentez. Quel besoin ça vient toucher aussi. Donc là, pareil, ça demande aussi d'avoir une petite connaissance de soi. Tu parles d'émotions et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont cacher leurs émotions derrière une autre. Donc par exemple la colère qui cache au final de la tristesse, de la frustration, pardon. Donc je trouve ça important le fait que tu dises qu'il faut accueillir ces émotions et essayer de savoir un petit peu ce qu'elles représentent, où elles se situent dans le corps. Je trouvais ça important de souligner ça. Donc merci Oui, beaucoup. oui, merci d'avoir rebondi aussi là-dessus, c'est vrai. Merci. Et pour parler un petit peu de toi, dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment clé, un déclic ou une transformation forte qui est liée à ton hypersensibilité? Enfin, quel a été un peu ce tournant pour toi qui fait qu'aujourd'hui tu accompagnes des femmes hypersensibles? C'est vrai que le déclic majeur que j'ai eu, ça a été pendant ma formation en sophrologie, même s'il y a eu d'autres petits déclics avant et après. Mais pendant ma formation, c'était vraiment très puissant, dans le sens où c'était vraiment la première fois que je me sentais pleinement à ma place et légitime d'être qui je suis. Comme je disais tout à l'heure, c'est pendant ma formation que je me suis découverte hypersensible et ça a été vraiment un impact profond. J'ai vraiment ressenti le droit d'exister tel que je suis, avec mes émotions, avec ma sensibilité. J'ai eu aussi une meilleure compréhension de mon histoire, de mes ressentis d'enfant, d'adolescente et ça a vraiment été un soulagement d'arrêter de me dire que j'étais bizarre, enfin de me sentir bizarre ou folle ou voilà. Que ça a vraiment été ça ma plus grande transformation et ce qui fait que maintenant j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes hypersensibles. Là, au moment où j'en parle, ça m'émeut encore. Et c'est vrai que ça a vraiment été ce moment où je me suis dit, bah, j'ai le droit d'exister, en fait. C'est vrai que souvent, quand on vit quelque chose, donc toi là, ça a été ton hypersensibilité, et que c'est vraiment quelque chose de fort, on se dit peut-être que il faudrait aider d'autres personnes et d'avoir fait ce chemin-là, de t'être formé, d'avoir fait ce chemin-là pour accompagner d'autres mamans, d'autres femmes, c'est super. Moi, c'est un peu la même chose avec le coaching que je fais en ce moment, où j'accompagne les mamans en postpartum. C'est que Mhm. moi-même, j'ai vécu un postpartum qui a été compliqué. Et je me suis D'accord. dit, je ne peux pas laisser d'autres mamans vivre un postpartum où elles ne sont pas écoutées, où elles ne sont pas accompagnées. Et donc, j'en ai fait mon métier. Donc, en fait, d'avoir ce cheminement-là, de vivre la chose et d'accompagner par la suite, je trouve que c'est un beau chemin et c'est une Mm. belle mission de vie. Ouais, c'est trop beau. Et il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent, qui vont peut-être se reconnaître dans tes mots, dans tout ce que tu nous as dit auparavant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une maman qui vient tout juste de réaliser qu'elle était hypersensible et qui ne sait pas forcément par où commencer? La première chose que je dirais à une maman qui, voilà, comme tu dis, qui vient de découvrir son hypersensibilité, ce serait de commencer à écrire, que ce soit quelque chose de familier ou non, de mettre sur papier tous ses doutes, toutes ses peurs, ses ressentis, vraiment sans filtre. Il y a que elle qui va pouvoir lire son journal. C'est vraiment un journal intime, hein. Commencer à clarifier ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être les prises de conscience aussi, peut-être toute la compréhension qui vient avec, peut-être les schémas récurrents aussi. De certaines relations. Et puis après, au mieux, de se faire accompagner, alors que ce soit par la sophrologie, le coaching, l'accompagnement ou par la psychothérapie ou d'autres choses. Mais vraiment de ne pas rester seule avec ces questionnements parce que c'est vrai que ça peut chambouler et que bah, toute seule, ça a ses limites. Par des professionnels aussi parce que on peut parler à des personnes de confiance autour de nous, mais avec prudence, parce que certaines personnes peuvent projeter leurs propres peurs aussi. Il y a aussi les groupes. Là, je pense au groupe Facebook, par exemple. Ça peut être utile, mais il faut savoir garder son discernement dans le sens où bah, chaque personne hypersensible a son propre chemin. Et comment ça se passe une séance de coaching avec toi, du coup, à quoi on peut s'attendre en tant que femme hypersensible dans tes accompagnements? Ouais, alors pendant les séances de coaching, du coup, donc ça dure entre 1 heure et demie et 2 heures. Bon, après, ça dépend du temps qu'on a devant nous. Mais j'aime vraiment prendre le temps et ne pas laisser la personne repartir avec des choses qu'elle n'a pas exprimées ou qui restent un peu sous-jacentes ou latentes. En fait, en début de séance, on commence par faire le point de la situation et puis élaborer des objectifs et élaborer un plan d'action avec des étapes. Et puis après, avec la sophrologie, venir aussi de manière pratique, venir intégrer dans le corps ce qu'on a échangé verbalement ou libérer aussi par le corps, peut-être avec la respiration, des exercices de relaxation, même la visualisation. Et puis après, on peut aller plus loin vers de la méditation pour aussi se réaliser, se projeter vers des changements de vie ou si la personne veut passer un cap, par exemple.
de vraiment aller vers une transformation. Là, j'en ai pas beaucoup parlé, même tout à l'heure, mais il y a vraiment des temps d'échange. Ça va être vraiment plus de 50% de la séance de coaching. Ça va être vraiment de l'échange relationnel dans un cadre bienveillant, sécure, confidentiel. Et moi, j'ai vraiment à cœur que la personne soit 100% à l'aise, quoi, pour tout exprimer sans avoir peur de pas être comprise ou sans avoir peur d'être jugée. Voilà, il n'y a pas de ça avec moi. C'est aussi ça qui est très présent pendant les séances de coaching et pendant tout l'accompagnement. Et puis après, en dehors des séances de coaching, il y a aussi des exercices à faire pour soi-même pour approfondir la transformation. Voilà. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver, par exemple, sur Instagram ou autre? Ou est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre un rendez-vous avec toi? Oui, bien sûr, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Mon Coaching Hypersensible. Donc, c'est mon-coaching-hypersensible. Et dans ma bio, il y a mon lien Calendly pour un petit rendez-vous où on échange en visio entre 30 et 45 minutes pour faire le point et puis pour voir si mon accompagnement vous conviendra ou pas. Ok, bah merci beaucoup. Pour clôturer, si tu pouvais laisser un message ou une seule phrase à une femme qui est hypersensible et qui nous écoute, quelle serait cette phrase qu'elle pourrait garder en tête et dans le cœur? Je dirais que l'hypersensibilité ouvre la porte à un monde exigeant, un monde où il faut oser se regarder en face. Et à la fois, de l'autre côté, c'est vraiment l'émerveillement, la liberté, l'amour inconditionnel de soi. Et la vie devient vraiment beaucoup plus fluide et sereine. Bah merci Voilà. pour C'est cette un belle peu long, phrase mais poétique. Merci d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir donné toutes ces informations-là. Franchement, c'était super. ça a été un plaisir pour moi aussi. Je te remercie de m'y avoir fait participer et de m'avoir donné cette opportunité. Trop Bah contente. de rien. À bientôt. À bientôt. Merci.